Merci, Monsieur Cesare Dizza, pour votre intervention éclairante. On comprend donc maintenant la grande imbrication qui existe entre révolte militaire et identité, puisque cet outil militaire mené par un chef charismatique a permis la création d'une identité si qu'elle propre, malgré les dérives de Duque Etios dans les dernières années. Merci beaucoup, Monsieur Antonio González, pour cette analyse historiographique des sources qui nous parlent des révoltes en Sicile, ainsi que sur vos éclaircissements apportés sur la population sicilienne. On va ouvrir le débat avec une première question. Alors, chacun de ces deux chefs charismatiques ont réussi à rassembler derrière eux une foule immense. Auriez-vous des renseignements sur quels sont les outils et les moyens qu'ils ont utilisés pour rassembler derrière eux ces masses ? Alors, les outils et les moyens. Alors, les outils, ils vont, pour prendre le mot, je dirais, au pied de la lettre, ils vont avoir du mal à se les procurer. Dans le sens où, effectivement, ce n'est que progressivement, je dirais, en fonction de leur capacité de résistance, soit aux populations locales qui s'opposent à eux, soit ensuite aux troupes romaines, que progressivement, ils vont acquérir des armes, etc. Et dans le cadre de la deuxième révolte, ce qui est très intéressant, c'est que Athénion, par exemple, demande à ce qu'on n'exécute pas les prisonniers romains si ces derniers abandonnent leurs armes. Et donc là, vous voyez, on parle d'outils au sens premier. C'est-à-dire que là, du coup, ils vont récupérer des armes comme ça par le fait que des soldats romains, finalement, vont s'enfuir ou être faits prisonniers, mais en tout cas, on leur laissera la vie sauve parce qu'ils ont laissé leur armement. Et donc, ça va leur permettre d'avoir des outils. Et là, c'était au sens premier. Mais ensuite, comment fonctionne-t-il ? Vous aviez la question des outils et l'autre élément, c'était les moyens pour rassembler une aussi grande masse derrière eux. Alors les moyens, on va dire, il va y avoir les moyens immédiats et les moyens profonds. J'ai envie de dire, comme les causes immédiates et les causes profondes, en quelque sorte. Les moyens immédiats, c'est le succès de ces soulèvements, auxquels personne ne croyait. Sans doute pas les esclaves eux-mêmes. C'est-à-dire que ces révoltes, qui sont des révoltes spontanées au départ, très vite, elles s'organisent. Elles s'organisent parce qu'il y a ces chefs charismatiques qui sont capables finalement de fédérer autour d'eux des esclaves. Et qui vont, en fin de compte, faire du prosélytisme, c'est-à-dire qu'ils vont inciter les autres esclaves à les rejoindre. Et donc on a en fait une révolte qui va grossir, comme celle de Spartacus en 71, elle va grossir parce que les gens viennent retrouver les esclaves. Les esclaves viennent rejoindre d'autres esclaves. Alors ça n'a pas été tous les esclaves, bien entendu. Il faut là aussi relativiser les choses, mais disons qu'on va avoir une mobilisation de plusieurs dizaines de milliers d'esclaves, sans doute, et ce à quoi ne croyaient par exemple absolument pas les Romains au départ. Ils pensaient que c'était un épiphénomène qu'on pourrait étouffer dans l'œuf. Alors pourquoi ils peuvent mobiliser aussi facilement d'autres esclaves ? C'est parce qu'il y a des causes beaucoup plus profondes. Les causes beaucoup plus profondes, c'est la violence de l'esclavage. C'est la violence de la plupart des maîtres, comme le Damophile, le maître finalement qui amène au déclenchement de la première révolte de Sicile, sa violence envers ses esclaves, son mépris, le fait qu'il les torture, le fait qu'il les tue, le fait qu'il les brutalise, le fait que son épouse elle-même soit d'une violence absolue. Et d'ailleurs, Diodore nous dit bien que si Damophile et son épouse sont, je dirais, le portrait robot du maître violent, leur fille, par contre, va, elle, plutôt prendre, je dirais, conscience de l'humanité, en quelque sorte, des esclaves, et va les aider, non pas à s'enfuir, mais va les aider, finalement, à supporter, je dirais, la domination, et puis va parfois leur donner à manger. Et donc, cette dissociation, elle est intéressante parce qu'elle montre que, sans doute, tout le monde ne constituait pas des maîtres d'une violence absolue, qu'il y avait des inégalités de traitement, y compris entre les esclaves, mais que quand même la tendance fondamentale, c'était cette grande violence. Et une grande violence qui devient de plus en plus violente.
Parce que finalement, la Sicile, elle connaît, je dirais, peut-être même avant que l'Italie, je dirais, continentale, péninsulaire, elle connaît, je dirais, cette nouvelle forme d'exploitation agricole qui nécessite une très grande main-d'œuvre, en très grand nombre, et en même temps une main-d'œuvre qui est de plus en plus bestialisée. Et on parle par exemple les sources légèrement postérieures. Je pense ici à un agronome romain comme Varron. Il parle par exemple des esclaves, il dit que c'est l'instrumentum vocale. Donc c'est l'outil. Et c'est l'outil qui parle. C'est-à-dire il y a cette considération que l'esclave, finalement, c'est rien du tout. Et c'est d'autant plus facile, si vous voulez, à le considérer comme tel que les conquêtes romaines ramènent en Italie des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers d'esclaves. Et le cours de l'esclave s'effondre. Voyez, donc acheter des esclaves, ça ne coûte rien du tout. On ne va pas prendre, si vous voulez, je dirais, d'attention particulière pour ces esclaves. Donc ça fait partie, vous voyez, des causes profondes. Le traitement, la violence, mais aussi les mutations économiques. On passe globalement d'une petite et moyenne propriété à une propriété qui est de plus en plus concentrée. Alors on parle de latifundium. Joël Schmitt reprend le terme d'ailleurs. Alors le latifundium, on a longtemps cru, justement en évoquant les grandes propriétés du sud de l'Italie à l'époque moderne, ou en Espagne ou en Amérique latine, que c'était des propriétés d'un seul tenant. Non, pas forcément. Le latifundium, c'est la concentration de la propriété dans les mains d'un propriétaire. Mais ces terres, elles peuvent être séparées, elles peuvent être éloignées les unes des autres. Mais ce qui suppose que cette concentration fait que le propriétaire, il est d'abord dit absentéiste, il n'est pas là. Donc il a toujours des gens qui surveillent à sa place et qui doivent être encore plus violents que ne serait le maître. D'abord pour se faire respecter et pour que le maître les maintienne dans leurs fonctions. Donc vous voyez, ça ajoute à la violence. Et donc il ne faut jamais oublier qu'une société esclavagiste, comme la société romaine à ce moment-là, c'est une société qui est une société violente. Et donc cette violence, les groupes humains l'acceptent jusqu'à un certain point, si vous voulez. Et donc il y a toujours des petits événements déclencheurs. Et ici, à chaque fois, et vous voyez, c'est aussi un moyen pour Diodore de dédouaner finalement, je dirais, la romanité, la civilisation, si vous voulez, en disant c'est toujours la faute d'un ou de quelques propriétaires. C'est jamais un système. C'est jamais, vous voyez, un système économique ou un système social qui entraîne ces révoltes et cette violence. C'est la faute des fautes individuelles. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. On pourrait peut-être avoir le point de vue de M. Tizza, si c'est possible. Est-ce que tu veux ajouter, vuoi aggiungere qualcosa? Da un punto di vista diverso, non degli indigeni? No, mi sembrava che la risposta fosse insomma, completa riguardo. Sì. Anzi, dobbiamo imparare. No, giusto. Ah, giusto. Scusa. Non ho detto niente. Moi, j'avais une question pour Monsieur Tizza. Est-ce que, selon vous, le mouvement mené par Duquetios serait une réaction à une trop forte hellénisation, donc à la peur de perdre l'identité siquelle, ou est-ce que, en d'autres termes, ça serait un mouvement de contre-acculturation? Ho capito, ma per par condicio dovevi essere... Hai bisogno che traduca comunque? Sì. C'è un movimento di reazione all'ellenizzazione dell'isola e quindi una sorta di movimento contro l'acculturazione greca dei territori sicilioti o dei territori in Sicilia. Il problema è che noi conosciamo questa storia attraverso delle fonti che sono fonti greche. Et sont cette histoire à partir de sources grecques, ce qui est déjà E quindi abbiamo un punto di vista parziale,
Cioè, è un fatto noto, i perdenti non fanno la storia in genere. Dans la mesure où les sources que nous avons sont des sources grecques, c'est un point de vue partiel et qui ne tient pas compte ou qui ne transmettent, ces sources ne trasmettent pas le point de vue de ceux qui ont été vaincus, et notamment Doukétios et les Sichelles. Quindi non possiamo sapere se ci sono state delle reazioni, no, contro l'acculturazione. La dimension culturelle reste assez floue, donc nous ne sommes pas en mesure de dire s'il y a eu des réactions contre la culture grecque, contre le style de vie grec, si c'était vraiment un mouvement contre l'hellénisation de l'île. E considerate che i rapporti con gli indigeni è vero che sono stati di contrapposizione, cioè è chiaro che gli indigeni non accettavano di buon grado la presenza dei greci, ma all'inizio, ma in altri casi, in altri esempi, sono arrivati a dei compromessi. Cioè io non escludo che all'interno delle città greche anche gli indigeni, o almeno una certa elite aristocratica degli indigeni, aveva avuto la cittadinanza. Considerate che il movimento di colonizzazione partivano solo uomini dalla Grecia. È difficile creare una storia di una città solo con uomini. Le donne le prendevano sul posto, cioè non è che significa, non è soltanto il ratto, cioè famoso, no? Era anche delle relazioni diplomatiche con gli indigeni. Les relations entre les indigènes et les Grecs étaient, comme on l'a dit auparavant, au début conflictuelles. Mais il y a eu sans doute une évolution, d'autant plus que les colonisateurs n'étaient que des hommes. Donc finalement, pour construire une communauté, ils avaient besoin des femmes et les mariages mixtes devaient être assez répandus. Et ces mariages mixtes devaient quand même impliquer des relations, des négociations entre la composante indigène et les groupes grecs, les groupes de colonisateurs. Donc les rapports sont beaucoup plus compliqués et on peut envisager des interactions plutôt que de séparation, des oppositions tout le temps. Cela n'exclut pas que l'argument ethnique puisse avoir été utilisé, mais c'est là toujours d'une façon instrumentalisée. Alors, je peux rebondir sur cette question de l'ethnicité, parce que justement dans les révoltes serviles au IIe siècle, l'élément ethnique il est fondamental, parce que ceux qui se révoltent sont des esclaves, donc forcément donc des individus qui ne sont pas, je dirais, des indigènes de Sicile. Alors la question de l'indigénat sicilien, Cesare l'a bien montré, c'est compliqué. Et il faut sans doute le laisser, je dirais, dans sa complexité, parce que ça devait être effectivement une société complexe avec des métissages et des échanges. Mais vous voyez donc le fait que les esclaves sont toujours des étrangers permet déjà je dirais, de légitimer en quelque sorte la violence qui va être exercée. En plus, ces esclaves sont définis comme, en tout cas pour leur chef, comme des Syriens. Donc, c'est-à-dire des individus qui viennent de la partie orientale de l'Empire, donc un empire qui est en train d'être conquis en quelque sorte, donc où Rome est en guerre, où Rome doit s'imposer militairement, et donc ces gens qui viennent du monde oriental, en quelque sorte, représentent pour les Romains et pour les Grecs aussi
il ne faut pas se leurrer, et donc pour les élites, je dirais, de Sicile, représentent des êtres par nature réductibles en esclavage. Et donc il y a non seulement une certaine légitimité, mais l'étrangéité est un des facteurs aggravants, je dirais, pour la réduction en esclavage. Alors quand on regarde ça dans la profondeur historique, ce qui est amusant, si vous voulez, c'est qu'on a un paradoxe. C'est qu'aujourd'hui, et quand je dis aujourd'hui, ça remonte en fait au début des années 1960, donc vous voyez, il y a bientôt 60 ans. Eh bien, la ville d'Enna, que vous avez vue, que l'on peut encore voir donc sur la carte de Sicile, qui a été en quelque sorte le fief de Nus, eh bien, cette ville d'Enna a décidé, si vous voulez, d'ériger une statue en l'honneur de Nus, et donc en remerciant les esclaves pour leur révolte. Et donc, vous voyez, il y a un renversement, et c'est très intéressant parce qu'il y a un renversement de la signification. C'est-à-dire qu'en fait, les Siciliens, et je ne doute pas que ces Siciliens étaient à gauche lorsqu'ils ont pris cette décision-là, si vous voulez, ils ont voulu dire par là que, en fait, la révolte, je dirais, des esclaves de Sicile, c'est la révolte des dominés, au sens le plus large. Et donc, vous voyez, ça accrédite en même temps l'idée que les Siciliens ne voient pas, si vous voulez, d'un mauvais œil ces révoltes serviles, parce qu'elles étaient aussi une forme d'opposition. Alors, non pas ethnique, vous voyez, mais une forme d'opposition sociale, et même on pourrait dire, avec une lecture historiographique, que l'on a voulu sans doute en faire une lecture politique. Et que les révoltes de Sicile étaient aussi des révoltes contre le joug romain et contre le joug des élites de Rome et des élites locales. Et si vous voulez, d'un certain point de vue, ça accrédite la thèse, mais évidemment, c'est un faux semblant, hein, mais ça accrédite la thèse qu'il y aurait eu des libres qui auraient participé à la révolte. Et que donc, il ne faut pas dire que c'est une révolte contre les Siciliens, mais c'est une révolte des esclaves et des Siciliens pauvres, entre guillemets, contre les riches siciliens et les riches romains. Vous voyez, donc il y a eu un renversement, je dirais, de la problématique qui doit interroger les historiens, parce que du point de vue historiographique, c'est extrêmement intéressant. Merci. Est-ce que le public aurait des questions ? Bonjour, je ne sais pas si ça fonctionne. Donc moi j'avais une question qui est plutôt assez... Alors, je me présente, donc Loïc Bilger, donc étudiant en L3 en histoire ici à la Fonderie. Donc j'avais une question assez générale. Je voulais savoir si déjà à l'époque de l'Antiquité, ces figures donc de Ducetios ou de Spartacus par exemple, ou les révoltes qu'ils ont pu mener, elles étaient vues comme des modèles pour les populations qui étaient justement dominées soit par les Romains, soit par du coup les Grecs, à l'époque où c'était les Grecs qui régnaient un peu sur la Méditerranée, et si elles n'ont pas servi justement de modèle pour d'autres révoltes ou déjà des sentiments d'opposition à ces pouvoirs. Je peux répondre. À moins que tu veuilles dire quelque chose. Sì, no, sì, ma non ho capito una cosa bene sul Mediterraneo che... Se queste rivolte sono delle rivolte appunto di dominati contro i dominanti e se sono state utilizzate come modelli, sono diventati modelli sì, queste rivolte è un modello per altre rivolte in seguito, sia in ambito greco sia nel mondo greco che nell'ambito romano. Nel mondo... È difficili queste domande, però. Dunque, nel mondo... Se sono stati come modello, secondo me, non so, nel mondo greco, dopo questi fatti che vi ho raccontato, dobbiamo aspettare forse un movimento che si chiama di decolonizzazione, che parte proprio dall'Italia meridionale e che coinvolge proprio gli indigeni contro le città greche. Est-ce que c'est dans le monde grec, il y a eu un processus de décolonisation
qui a été menée avec l'apport des indigènes. Almeno 2 secoli Mais dopo, après, deux siècles après. però anche in quel caso, chi dà la forza, nella maggior parte dei casi, a queste popolazioni indigeni a ribellarsi contro i greci è perché c'è un problema interno, di crisi interna. Cioè chi è il più potente, sono cambiati degli equilibri perché c'è una nuova presenza in questo periodo, che è la presenza di Roma. Mais 2 siècles après, les équilibres ont changé et dans la mesure où il y a un nouvel acteur dans l'histoire, et cet acteur s'appelle Rome. Et donc c'est dans une situation de crise due au changement des équilibres que ces révoltes ont lieu. Et on ne peut pas les comparer finalement, on ne peut pas dire que les modèles de Doukétios qui remontaient au 5e siècle avant Jésus-Christ. Dans le monde romain, Oui, alors donc pour les révoltes serviles du deuxième, ce qui est intéressant, et votre question est pertinente, puisque en fait, si Diodore ne voit pas trop de prolongement, je dirais, dans ces révoltes, les auteurs de la fin de l'Antiquité, que j'ai évoqués tout à l'heure, le pseudo Aurelius Victor, Justin, etc., eux en voient. Ils font même de la révolte de Spartacus, si vous voulez, quasiment une conséquence, je dirais, des révoltes de Sicile, et beaucoup d'études historiographiques ont même essayé de prouver que des survivants de la deuxième guerre servile de Sicile auraient pu combattre avec Spartacus. Bon, il fallait qu'ils vivent vieux, ou alors ils étaient très jeunes, donc entre 104 et 101. Donc ça montre que pour ces auteurs de la fin de l'Antiquité, le phénomène a eu une conflagration beaucoup plus grande qu'on ne le pense, nous. Parce qu'ils notent, par exemple, qu'il y a des révoltes serviles en Campanie. Il y en a dans le Latium. Il y en a même à Rome. Où il y a, alors ce sont des tout petits soulèvements. Vous voyez, ce ne sont même pas des émeutes. Donc, et il y a même des propriétaires, si vous voulez, romains dépossédés en Campanie qui vont utiliser leurs esclaves quasiment comme des troupes privées pour essayer soit de recouvrer leurs propriétés, soit pour partir, je dirais, dans une guerre désespérée, mais qui remet en cause ce qui est en train de se passer. Alors, il n'y a pas crise, si vous voulez, du système romain au deuxième avant. Et on peut même dire qu'on arrive à une certaine forme d'apogée de l'économie esclavagiste. Mais en même temps, c'est le moment où la domination romaine, finalement, qui s'est imposée, je dirais, sur l'ensemble de la péninsule italienne et sur la Sicile, pour ne prendre que ces cas-là, je ne parle même pas des provinces occidentales ou orientales, pose une autre question, qui est celle de l'accession à la citoyenneté romaine. Et on a en fait ces révoltes d'esclaves, il faut les lire parallèlement à la question de la diffusion de la citoyenneté. Or, à partir, si vous voulez, du deuxième siècle avant, et jusqu'à ce qu'on va appeler la guerre sociale, c'est-à-dire au début du 1er siècle avant notre ère, on va avoir une politique, je dirais, de restriction de la diffusion de la citoyenneté latine et de la citoyenneté romaine en Italie et sans doute aussi en Sicile. Ce qui fait que non seulement, alors vous allez me dire, mais ça ne concerne pas les esclaves. Oui, effectivement, ça ne concerne pas directement les esclaves, mais ça concerne les populations libres de ces régions, et en même temps, ça a des influences sur la question des affranchissements. C'est-à-dire que, du coup, vous voyez, il y a un enchaînement des mécanismes qu'il est très difficile, je dirais, d'expliquer, mais en même temps, ce sont des questions qui méritent d'être posées. On n'a peut-être pas la réponse, mais vous voyez, en posant la question de cette manière-là, on va peut-être trouver des pistes qui vont nous permettre de comprendre pourquoi ce phénomène, qui aurait pu être un phénomène marginal, un phénomène insulaire, en plus en Sicile, va finalement, pour les anciens,
Parce que l'historiographie moderne, elle ne cherche pas à faire les liens. Mais les anciens, eux, ont fait les liens. C'est-à-dire que des révoltes de Sicile, on est passé aux révoltes, je dirais, sur l'Italie péninsulaire. Et donc, il y a eu effectivement des projections de ce point de vue-là. Merci. Une autre question? Oh, je parle trop, c'est ça que ça veut dire. Oui, bonjour. Donc, je suis aussi étudiant L3. Moi, c'est Mathis Defaux. Oui, j'avais une question, parce que vous évoquiez tous les deux la difficulté à croiser les sources, finalement, parce qu'on n'avait que les sources des vainqueurs et pas les sources des vaincus. Et du coup, c'était un peu une question d'ouverture pour vous demander si on n'avait pas d'autres cas de conflit ou de révolte où on avait des sources directement des vaincus, cette fois-ci, pour les croiser avec ceux des vainqueurs. Pour l'Antiquité. Oui, en Antiquité, oui, si possible. En fait, ci sono altri ci sono casi in cui abbiamo fonti dei vinti che possono quindi darci un altro punto di vista per quanto riguarda la storia antica. Sì, cioè non fonti sui vinti, inizio io poi ma alcuni passaggi anche in Tucidide abbiamo, ma sono in qualche maniera pochi riferimenti. E se andiamo nella poesia c'è Mimnermo, che è forse il primo e l'ultimo autore greco che presenta la colonizzazione come un atto aggressivo e violento. Donc mais on reste quand même dans les sources des vainqueurs. Donc il y a des passages qui font allusion effectivement au point de vue des vaincus. Et il y a un poète, Mimnerme, qui est le premier et peut-être le seul, qui présente la colonisation comme une conquête violente. Et donc, c'est un point de vue de quelqu'un qui appartient au monde des colonisateurs, mais qui présente les points de vue des vaincus. Aggiungo solo un'altra cosa, se voi volete un confronto con un fatto moderno, basta leggere il Todorov, La conquista dell'America, dove il rapporto tra Colombo e i nativi d'America non è affatto diverso dal rapporto che noi vediamo nelle fonti greche nei confronti degli indigeni. Okay. Cioè ogni atto di colonizzazione ha una forza ideologica che deve essere, in qualche maniera, deve comprendere et raccontare il periodo dal punto di vista lì. Donc une comparaison possible pour une époque postérieure, bien évidemment, c'est Todorov, La conquête de l'Amérique, qui présente les mêmes processus de colonisation et prend en compte l'ensemble des faits qui se sont produits pendant la colonisation. Bon, après, pour la filmographie, pour la bibliographie, vous pouvez aussi lire en tout cas parcourir les travaux de Serge Gruzinski, qui lui justement trouve, je dirais, les traces des vaincus dans la littérature, on va dire, des vainqueurs. Et en fait, il s'appuie un peu comme nous, antiquisants, c'est-à-dire César évoquait Thucydide tout à l'heure, mais Diodore de Sicile, si vous voulez, il donne lui aussi, si vous voulez, la parole aux vaincus. Alors évidemment, cette parole, on peut estimer que c'est une parole fictionnelle, que c'est une parole reconstruite pour les besoins d'une démonstration. Mais ce qui est intéressant chez Diodore de Sicile, c'est que cette parole est une parole alternative, dans le sens où finalement, on ne donne pas la parole aux esclaves pour leur donner la parole et pour qu'ils aillent dans le sens du vainqueur, c'est que ça leur permet de développer des hypothèses différentes. Et c'est ce qui a fait que les auteurs, sans doute de la fin de l'Antiquité, ont douté de la version officielle, je dirais, de ces révoltes,
Et évidemment, là, il nous manque, je dirais, des pans entiers de cette histoire, mais c'est ça qui est intéressant, parce que sur ces bribes, on peut peut-être construire d'autres schémas de raisonnement. Et c'est-à-dire qu'il ne faut pas négliger, comme l'historiographie positiviste l'a fait, c'est-à-dire les récits rapportés. Parce que dans ces récits rapportés, il y a sans doute, je dirais, des traces d'une réalité. Et donc après, évidemment, c'est toute la problématique. Je tenais à vous remercier au nom de tous, étudiants, professeurs et organismes, pour vos 2 interventions éclairantes et captivantes. Merci. Merci à vous.